La conférence Ouest est à l'évidence en plein chambardement. Les têtes d'affiche comme OKC ou Houston sont nouvelles, les vedettes comme les Lakers ou les Warriors se sont réinventées et les équilibres n'ont eu de cesse de bouger. Malgré tout, il y a deux valeurs constantes dans cette conférence, l'équipe de Kawhi Leonard et l'équipe de Nikola Jokic. Alors, constante, finalement, peut-être pas tant que ça, on regarde leurs 12 derniers mois, mais voilà bientôt 7 ans qu'ils jouent les premiers rôles. Pourtant, ils ne se sont affrontés qu'une seule fois et c'était en 2020. Ce qui aurait dû être une tradition revient donc en fin de vie, mais il n'est jamais trop tard pour prendre un classique. Mitchell has his head up, takes the Levert feed. Oh my! Alors, on les avait presque oubliés, ou en tout cas on avait presque oublié la possibilité que ces deux franchises puissent s'affronter. Pour autant, je crois que dans les dernières années, elles ont à chaque fois suscité beaucoup d'enthousiasme de la part des fans et les fans se sont souvent imaginés les voir jouer les premiers rôles pour le titre et finalement ils se retrouvent à un moment de leur histoire qui n'est peut-être pas celui où on les attend le plus. Les Clippers et les Nuggets s'affrontent enfin, on l'avait plus vu depuis 2020 et évidemment, bon alors là vous en avez l'habitude parce que je crois qu'on a fait juste 18 podcasts cette année sur les Nuggets. À chaque fois qu'il y a les Nuggets, on est avec Jérém. Salut Jérém, ça va? Ça va et toi? C'est bien, tu varies l'intro à chaque fois pour les Nuggets. Tu vois, à chaque fois, j'essaie de trouver des nouveaux angles. C'est peut-être c'est peut-être une série que tu aurais aimé voir plus souvent, d'ailleurs, celle-ci. Parce que toi, tu fais plutôt partie des gens qui ont cru dans les Clippers plusieurs fois, non? En fait, je me suis un peu lassé des blessures, mais pour moi, ça reste une équipe qui aurait dû jouer le premier rôle tous les ans. Et ouais, à l'époque, en 2020, la première année où ils arrivent en playoff, c'était une équipe que j'aurais aimé aller voir beaucoup plus loin. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a eu la frustration de se dire, putain, la santé, elle ne suit pas. Donc c'est vrai qu'on a eu qu'un Clippers Nuggets qui est pour moi, et je te le disais en off, genre un de mes plus beaux souvenirs Twitter, ce Game 7, parce que c'était n'importe quoi. Il y avait une blague à la seconde et la série était folle en fait. Tu peux nous rappeler un peu le contexte de cette série? Ouais, on est dans la bulle. Les Nuggets viennent de sortir d'un Game 7 contre le Jazz. Série qui était déjà rocambolesque avec Denver qui remonte un 3-1. Les Clippers à cette époque sont dans leur première année en version Paul George, Kawhi Leonard. Et tout le monde attend The Battle of LA en finale de conférence. Bon, les Clippers se retrouvent clairement en position d'y aller vu qu'ils prennent 3 des 4 premiers matchs. Arrivés dans le Game 5, ils sont en tête en fin de première mi-temps. Et il y avait tu sais, une embrouille entre, je crois, c'était Marcus Morris et Paul Millsap. Et en fait, je sais pas, il y a eu un coup de sang de Paul Millsap qui a enchaîné 14 ou 15 points d'affilée. Et derrière, ça a relancé les Nuggets et ils ont plus jamais lâché la série. Et ouais, c'était bien drôle comme soirée. Ça fait partie d'une des énièmes désillusions des Clippers dans leur run Paul George Kawhi. Et c'était peut-être une de C'est leurs la meilleures pire. saisons d'ailleurs. Ouais, c'est peut-être la pire, ouais je suis C'est d'accord. c'est la pire parce que là, ils sont considérés à ce moment-là comme, pas favoris, mais en tout cas, un des deux, trois favoris pour le titre. Ouais. Alors, ils se retrouvent en 2025 dans des contextes qui ont complètement changé pour eux. On va en dire deux mots puisqu'on va reprendre le plan en fait qu'on vous a proposé durant les deux premières previews. Dans un premier temps, on va se faire un petit récapitulatif de la saison, regarder un peu les dynamiques dans lesquelles sont les deux équipes. On fera d'abord Denver et ensuite les Clippers. Et ensuite, on rentrera dans le cœur du podcast, à savoir la match-up, quels sont les éléments qu'on a envie de voir dans cette série et qu'on va regarder avec attention. Et on termine par qu'est-ce qui pourrait faire qu'une équipe gagne ou qu'une autre équipe gagne. Jérôme, je te propose qu'on perde pas trop de temps et que je te lance sur la dynamique des Nuggets. En plus, nos auditeurs, pour le coup, ils en savent pas grand-chose sur les Nuggets et sur leur dynamique vu qu'on a juste sorti un podcast il y a 6 jours sur eux, quoi. Ouais, si vous avez effectivement suivi nos podcasts pendant toute la saison, on a beaucoup parlé de Denver, donc auquel cas vous saurez que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y avait dès l'entame de saison une grosse question qui était comment tu fais pour faire fonctionner le spacing alors que tu as perdu KCP et que tu le remplaces par Christian Brown, qui, s'il n'est peut-être pas un mauvais shooter, shoot très peu.
Et donc, tu te retrouvais avec un spacing assez bancal et un 5 départ qui était certes toujours aussi talentueux, voire encore plus talentueux, mais qui demandait en fait à Nikola Jokic et à Aaron Gordon de s'adapter et à devenir des shooters. Chose qu'ils ont fait avec un brio incroyable, hein, vu que les deux sortent des saisons historiques dans leur carrière à 3 points, tous les deux au-dessus des 40%, avec un Jokic qui finit, je crois, à quasiment 42, alors qu'il a battu le record de shoot à 3 points de son propre camp. Donc c'est le record historique de shoot à 3 points de prix de Voilà, son propre c'est camp. une vraie stat américaine, ça. Elle sert à rien. Non, mais en fait, Mais je trouve arriver à avoir ce pourcentage hyper élevé alors que t'es pas un super shooter en ouais, carrière, alors que tu te permets ça ce c'est genre de sûr. largesse, je trouve ça assez fort quand même. Et puis que dire? Bah, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu tout le début de saison où on a beaucoup parlé de l'état de santé de Jamal Murray qui était quand même assez critique depuis avant les playoffs de l'année dernière, qui était toujours un peu dans le dur. On l'a vu faire un comeback assez impressionnant pendant tout le début de l'année 2025 et se reblesser en fin de saison. Et on en reparlera sûrement, mais ça fait partie aussi des questions de cette série. On a vu l'équipe toujours galérer sans Nikola Jokic, ce qui est un truc historique de cette équipe, avant de trouver un semblant d'équilibre et de le reperdre juste avant les playoffs. Donc en fait, cette équipe de Denver, elle arrive dans une dynamique qui est pas terrible, ayant, comme vous le savez, en plus viré son coach et son GM à 3 matchs de la fin de saison. Et donc ils arrivent avec plein de questions. On ne sait pas trop quel est le visage de cette équipe, on ne sait pas à quel point ce vestiaire qui semblait un peu désuni va arriver à se regrouper là sous la coupe de David Adelman. Et donc je pense qu'on parlera un peu des points plus techniques après, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'arrivent pas dans des conditions idéales et on attend un switch de leur part. C'est vrai que le point qu'on a souvent cité tous les deux durant cette saison, qui est peut-être le premier à noter, c'est que l'effectif est un peu mal né. Il y a un manque clair de complémentarité entre les joueurs, ce qui fait qu'un certain nombre de joueurs jouent un peu à contre-emploi. Excusez-moi, je vois Jérémy qui arrive pas à boire correctement, ça me fait rigoler, mais c'est pas grave, on va continuer. Avec beaucoup de joueurs qui jouent un peu à contre-emploi, et effectivement, forcément, ça a un impact sur la qualité collective d'ensemble. Et globalement, une sensation qui est que Mike Malone avait du mal à arriver à faire quelque chose avec cet effectif, même si finalement, bon an mal an, il a quand même plutôt réussi à faire quelque chose qui était fonctionnel, puisque Denver fait quand même top 4 dans la conférence Ouest, mais on avait une sensation, tu me dis si t'es d'accord, mais qui était que il lâchait pas beaucoup de matchs contre les petites équipes, mais dès que le niveau montait un peu, leurs lacunes étaient assez criantes et ils perdaient en fait leurs matchs contre des bonnes équipes. Ce qui, pour le coup, sauf erreur de ma part, historiquement était plutôt leur point fort. C'est-à-dire que les gros duels, notamment de la conférence Ouest, ils avaient tendance plutôt à les gagner. Ces 2 dernières saisons, ouais, on sentait que quand il y avait des gros matchs, ils étaient assez galvanisés et ils avaient tendance à défendre très fort dans ces matchs-là, alors qu'ils avaient plutôt tendance à se relâcher contre les petites équipes et à lâcher des rencontres stupides. Ça fait partie un peu de l'ADN de cette équipe. Là, cette année, effectivement, ils sont beaucoup plus appuyés sur les matchs contre les équipes à moins de 50%. Et malgré tout, en plus, ils gagnaient, mais sans vraiment convaincre. L'histoire de Denver cette année, c'est une équipe qui n'a pas un net rating très élevé parce que même quand ils gagnaient, c'était quand même dans le dur. Et en fait, un des principaux éléments, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à arborer un niveau défensif cohérent sur une période de plus de quelques semaines. Et donc Denver, qui était toujours une top 10 défense ces dernières saisons, en tout cas depuis l'année du titre, parce qu'en 2021-2022, ils avaient quand même beaucoup de blessures. Là, cette année, ils sont dans les bas-fonds de la ligue, et c'est la principale inquiétude au moment des playoffs, parce qu'offensivement, par contre, ils ont fait une saison encore de très haute volée, quoi. Porté par le plus gros talent offensif des 10 dernières années, qui en plus fait sa meilleure saison, quoi. Donc, en l'occurrence, Nikola Jokic. Et donc, on n'est pas sorti de la dépendance à Nikola Jokic. Même si tu en as bien parlé durant la saison, il y a quand même eu des petites brides. On va en parler d'ailleurs, hein, la capacité à jouer un peu plus la contre-attaque que par le passé. Ils ont aussi trouvé, quand Jokic s'est blessé, mine de rien, ça a fonctionné à peu près. Donc ils ont quand même réussi un peu à trouver des choses, pour le coup. On est d'accord. Et in fine, ça fait une saison quand même à 50 wins, comme tu disais. Donc, par rapport à l'année dernière où c'était à 57, c'est sûr que c'est une baisse, c'est une downgrade. Mais ça reste quand même une saison à 50 victoires, en fait. C'est pas toutes les équipes qui peuvent le faire. Et ça les met encore quand même dans le top 4 de l'Ouest, alors que tu as une équipe qui a un niveau historique et deux autres quand même très bonnes équipes devant. Donc, ils Et, sont encore là quand même. et le changement de coach, si on peut penser qu'il vient perturber un peu les repères qu'ont les joueurs, on peut aussi se dire, je sais pas si tu es d'accord, mais que c'est un changement qui est surtout
qui va surtout impacter la question du management des joueurs, qui pour le coup visiblement semblait difficile parce que c'est un assistant qui remplace McMahon, donc le fond de jeu devrait pas bouger, quoi. C'est le même coaching staff. La seule chose qui change, c'est comment tu manages le groupe, quoi. Je pense pas que David Edelman était une empreinte exceptionnellement forte derrière Mike Malone et qui pourrait changer tout ce qui a été fait en se disant bah maintenant j'ai la liberté d'eux et je vais tout changer. Surtout qu'à 3 matchs de la fin de saison, c'est pas réaliste. Ce qu'on peut dire, c'est que ça peut peut-être changer les rotations, mais il y a que 3 matchs de recul, donc c'est un peu dur à dire. Mais par exemple, un élément moi qui m'a un petit peu gêné sur les 3 premiers matchs, c'est le retour de DeAndre Jordan dans la rotation, à voir si ça se maintient. Mais c'est vrai que Zeke Nnaji a redisparu. Zeke Nnaji, dont j'aime bien parler, depuis sa prise de fonction. Les éternels allers-retours de Zeke Nnaji dans cet effectif. On commence à y être habitué. Peut-être on n'en dit pas plus sur Denver parce qu'on en a énormément parlé dans beaucoup de podcasts. En revanche, je crois qu'on n'a pas fait d'épisode cette saison sur les Clippers. Donc ça peut être l'occasion aussi d'y revenir un petit peu. Moi, il me semble, voici comment un peu moi je sens leur saison. Pour moi, il y a eu 3 temps dans leur saison. Il y a eu un premier temps qui est le début de saison, qui est consécutif à la perte de Paul George. Et donc un début de saison avec pas mal de craintes. On se demandait si les Clippers n'allaient pas s'effondrer, vu qu'ils avaient juste perdu Paul George et le remplacé par Derrick Jones Jr. Et qu'on se disait, bon là on est sur une perte de talent nette. Et logiquement, il devrait s'effondrer. Sur ce début de saison, ce qu'on a constaté, c'est l'émergence de 2 joueurs qui ont presque émergé comme 2 stars en fait. La première, c'est Ivica Zubac, qui a confirmé son impact défensif qu'on avait vu qui était vraiment pas mal l'année dernière. Mais là, il a peut-être encore passé un petit cap, et notamment parce que sa connexion avec Derrick Jones Jr. sur le pick était vraiment pas mal du tout. Que finalement, d'ailleurs, Derrick Jones Jr. était peut-être une petite upgrade à Paul George défensivement. Et surtout, on l'a vu encore plus impliqué offensivement. La connexion avec Harden s'est fait encore plus fort. Son usage d'ailleurs a complètement explosé. Il était 45e percentile chez les pivots, il est passé 67e. Et dans le même temps, l'efficacité a quasiment pas baissé. Je reviens après sur le deuxième, mais est-ce que tu es d'accord? Premier joueur à retenir de ce début de saison, Ivica Zubac quand même. Ouais, je sais pas si c'était une surprise parce que je pense on était quand même beaucoup à s'attendre à ce qu'il fasse une très très belle saison. Moi, je l'avais mis à Je pense que quand même, ouais, je pense que c'est quand même le niveau de régularité qui reste quand même une belle surprise parce que ce genre de joueurs qui soudain montent un peu la hiérarchie de l'équipe, souvent ils peuvent faire des matchs sans et lui, enfin, il fait presque pas de matchs sans, quoi. Je crois que c'est ça le point marquant. Exactement. Le deuxième joueur qui émerge sur ce début de saison, c'est Norman Powell. Dans le prolongement, tu le dis, c'est pas forcément une surprise parce que ça faisait plusieurs saisons qu'il était très bon, mais peut-être ce qui était étonnant, c'est que le volume a nettement augmenté et que l'efficacité est complètement restée. Et donc, finalement, en plus il n'y avait pas Kawhi sur le début de saison, le fait que Paul George soit pas là était compensé par une augmentation de volume avec une efficacité constante d'Ivica Zubac et Norman Powell. Bon, Norman Powell, ceux qui écoutent le podcast, moi c'est un de mes joueurs préférés. Je sais pas ce que tu penses toi d'ailleurs de Norman Powell. J'ai toujours beaucoup aimé Norman Powell et je trouvais qu'il y avait toujours un truc qui m'avait étonné. Je me dis peut-être il y a quelque chose que je comprends pas, mais il était assez critiqué globalement. C'était un joueur qu'on avait tendance un peu à considérer comme un joueur moyen avec quelques sursauts offensifs. Tu vois, chez pas mal de médias un peu dans le même registre que nous d'ailleurs. Et moi je me dis, je sais pas, j'ai peut-être quelque chose que je comprends pas, mais moi je le trouve vraiment bon et je suis très content de ce qui arrive cette saison et c'est clairement au-dessus de ce que j'imaginais. Non, il est excellent. Il bouge très bien sans ballon. C'est un super connecteur. Défensivement, il fait le travail. Enfin, franchement, pour un joueur à qui tu as mis ce salaire-là, c'est inespéré en fait ce niveau-là, je trouve. Le joueur très très méta d'ailleurs dans les profils de scoreur de bout de chaîne extrêmement méta. Et donc sur le début de saison, on a un début de saison qui est pas si mal finalement, avec une grève défensive qui prend très très bien, mais une attaque qui est un peu sur un fil, qui est un peu trop dépendante d'Harden, qui fait pas un mauvais début de saison, mais qui par contre est vraiment en galère sur l'adresse. Et sans doute, on se dit que c'est sans doute lié au fait qu'il a un volume un peu trop important pour son âge. Et donc ce début de saison, ce premier temps, finalement, se passe pas si mal que ça. Ensuite, on a un deuxième temps. C'est le moment du retour de Kawhi, à peu près au niveau du All-Star Game. Et le retour de Kawhi vient bouleverser un peu les équilibres de l'équipe. Kawhi revient, et c'est normal, un peu en difficulté, et pour autant, il assure un gros volume. Et là, on a une période un peu difficile des Clippers, où Norman Powell perd un peu en responsabilité, c'est normal, Ivica Zubac aussi un peu, et c'est remplacé par un joueur qui n'est pas vraiment efficace, en l'occurrence Kawhi, mais c'est normal puisqu'on lui laisse de la place.
Je sais pas si toi t'avais été inquiété à ce moment-là par ce que Ouais. produisait Kawhi. Ouais, en fait, il avait fait un peu la même chose, il me semble, l'année dernière, de revenir et de faire 10-12 matchs où il jouait peu, il était pas efficace. Et là, cette année, tu sais, j'ai commencé à me dire peut-être que cette fois, ça y est, Ouais. c'est le moment où bah, il revient et ça y est, cette fois, il est diminué. Et les semaines ont passé. Et puis, bah, comme à chaque fois, d'un coup, tu as l'impression qu'il y a un moment où il revient comme si rien ne s'était passé et que c'est toujours le joueur absolument incroyable qu'on a connu, quoi. Ouais, parce que ce deuxième temps sur le retour de Kawhi, je pense que la réalité de la saison des Clippers, c'est que c'était une bonne équipe et qu'on s'est dit, on va voir avec Kawhi s'ils peuvent shifter dans le rang, peut-être pas des contenders, mais des vrais outsiders. Et on a vu un Ouais. Kawhi un peu décevant et je pense que tout le monde s'est dit à ce moment-là, ok, donc en fait, il n'y a pas de sujet Clippers cette saison. Et tout le monde les a un peu mis de côté, les a pas trop regardés. Eux, ils sont un peu baissés en plus dans les hiérarchies, même dans leur classement NBA. Sauf qu'il y a eu un moment donné, c'est le troisième temps de leur saison, où bah en fait, c'est exactement ce que tu dis, Kawhi a commencé à mettre dedans, a commencé à retrouver son efficacité. James Harden a retrouvé pas mal de liberté autour de ça parce qu'il était un peu moins ciblé par les défenses. Et finalement, tout le monde a commencé à trouver son rôle. Et sur ce troisième temps, qui est le dernier tiers de la saison, on a un James Harden qui est énorme sur la fin de saison, vraiment énormissime. Et les Clippers qui finissent la saison par un 15 victoires, 2 défaites. Ou 3 défaites, je sais plus. 15 victoires, 2 défaites. Vraiment énorme fin de saison. Et comme ils avaient disparu, personne ne les a trop regardés. Mais ceux qui ont vu les 5-6 derniers matchs des Clippers se sont un peu tous dit, oula, attention, ils ont peut-être même jamais été aussi forts. Ouais, avec un net rating pour finir la saison qui est là pour le coup, un net rating d'énormes Ouais. contenders, quoi. C'est-à-dire enfin, on flirte avec les plus 9-5, plus 10, quoi. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, si tu fais un power ranking de la fin de saison, moi, dans les équipes que j'ai vu jouer, tu vois, les équipes qui m'ont marqué sur, on va dire, les 20 derniers matchs de la saison. Alors, j'ai plus regardé la conférence Ouest que la conférence Est, où les, Mm. les, les places étaient assez figées. Mais j'ai les Lakers, quand même, hein, qui ont été assez impressionnants. Je compte pas OKC, je compte pas OKC. Mais je pense que la deuxième équipe qui me vient en tête, c'est les Clippers en fait. Avec Minnesota aussi que j'ai trouvé vraiment bien sur la fin de saison, mais Et les Golden Clippers State aussi. viennent, ouais, Golden State, mais sur la toute fin, ça a commencé quand Curry a Ils ont tous commencé à fait. être un Ouais, peu ouais, moins c'est ça. chaud, ça a Mm. calé un peu. Et moi, les Clippers m'ont vraiment, vraiment impressionné sur la fin. Ouais, je suis d'accord. Après, voilà. En fait, je trouve que c'est l'équipe qui a cliqué au très très bon moment avec un Kawhi qui touche un pic. Effectivement, là aussi, c'est plutôt rassurant pour eux parce que tu te dis, t'as l'impression qu'il arrive au moment où il est le plus chaud, au moment des playoffs. James Harden qui remet aussi un coup de chaud sur la fin de saison. D'ailleurs, petit aparté, mais c'est trop cool de voir tout le monde se mettre à aimer ce que produit James Harden parce qu'il a été tellement fort à une époque et il a tellement été critiqué que c'est cool maintenant qu'il est enfin, entre guillemets, quand même beaucoup plus faible que qu'on se mette à l'apprécier. Mais par contre, ce qui quand même, moi, me fait dire qu'il y a peut-être des limites, c'est que ça reste un groupe qui, je pense, a un plafond moins élevé qu'il était et que bah, potentiellement les playoffs vont aussi montrer ça. Toujours est-il qu'en tout cas, en termes euh, d'assemblage d'équipe et de niveau plafond atteint au bon moment, je pense que c'est une des deux, trois équipes qui ont frappé le plus fort là, cette fin de saison. Ouais. Avec des rôles, c'est un peu tout l'inverse pour le coup de ce qu'on disait sur les Nuggets, quoi. C'est une équipe dans laquelle tu as l'impression que chaque joueur est au rôle qu'il a envie d'avoir. Et donc, ça clique plutôt pas trop mal. Et effectivement, ils ont terminé la saison assez fort. Moi, j'ai trouvé James Harden vraiment génial sur la fin de saison. J'ai posé la question d'ailleurs sur Twitter pour savoir si vous mettiez James Harden plutôt second NBA team, first NBA team, troisième All NBA team. Ce qui ressortait, c'était à peu près à niveau égal entre la deuxième et la troisième. Je suis assez d'accord avec ça en fait. Je pense que Harden, il fait une saison là. L'efficacité au tir est vraiment pas bonne. Est vraiment pas bonne, mais tellement important dans la création et dans la pression qu'il assume pour les autres que moi je suis d'accord. Je pense que je le mettrais bien second All NBA team, tu vois. Après, on se répète à force avec ça, mais je pense que la création, c'est le skill le plus important en NBA, la création pour autrui. Et que, ouais, ce qu'il apporte encore aujourd'hui, ça en fait un joueur majeur. Et l'attaque, quand même, enfin, le principal moteur de cette attaque des Clippers, malgré le niveau de Kawhi, pour moi, ça reste James Harden, quoi. Clairement, ouais, je suis clairement d'accord. Et d'ailleurs, le duo James Harden-Kawhi, ils sont moins forts que ce qu'était Kawhi et Paul George à leur prime, mais sans doute plus complémentaires que l'était le duo Paul George-Kawhi. Et ça, c'est quand même à prendre en compte quoi, quand on regarde cette équipe et qu'on la compare à ce qu'elle était en 2019, 2020, 2021, quoi, pour le coup. Ouais.
Donc, si on fait un peu le bilan sur ces dynamiques, est-ce qu'on est d'accord, Jérém, pour dire que l'équipe qui a le vent dans le dos, c'est plutôt les Clippers quand on arrive sur cette série de playoffs? Si on se fie à ce qui se passe depuis la trade deadline, ouais, sans hésiter, ouais. L'équipe qui a le plus haut plafond, c'est sans doute Denver, mais l'équipe qui a le vent dans Mhm. le dos, c'est les Clippers. Ce qui est super intéressant pour attaquer une série, d'être dans ce cas-là. Et ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la match-up. Parce que là, pour le coup, il y a une vraie question de match-up. Et bah écoute, je te laisse la main en premier pour donner ton premier point. Bon, bah, moi qui me suis catastrophé de la défense des Nuggets toute la saison, bah, c'est en fait comment cette équipe de Denver va s'organiser défensivement. Déjà, est-ce qu'elle peut se mobiliser? Mais surtout, bah, voilà, comment elle va cibler les principaux problèmes de cette série. Donc déjà, à commencer par Kawhi Leonard. Que fait Denver? Est-ce qu'elle jette de suite dans la bataille Aaron Gordon en se disant que c'est quand même un profil physique parfait pour défendre sur Kawhi Leonard? Mais du coup, elle se prive aussi potentiellement de toutes les capacités d'aide qu'a Aaron Gordon. Et donc potentiellement, ça expose aussi Nikola Jokic sur un second maillon de chaîne. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais pour Denver, il y a un vrai choix à faire. Peyton Watson, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. Comment tu fais quoi? Moi, ce que je trouve intéressant dans cette série, c'est que c'est une vraie série qui va tourner autour du star power des deux équipes. Parce que ces deux équipes-là Mm. sont très très dépendantes de leur star power. Quand je dis leur star power, c'est vraiment la capacité de leur star à faire la différence par eux-mêmes et à générer la différence. Et donc effectivement, dans les points que je m'étais nommés, du coup, dans ce contexte-là, dans les points que je m'étais nommés, eh ben, il y a celui de Kawhi et de la défense sur Kawhi. Et les Clippers étant une équipe qui joue énormément l'isolation et qui n'a pas vraiment un jeu collectif très huilé, hein, c'est une équipe qui joue lentement, isolation demi-terrain. Moi, je m'attends plutôt à ce que ce soit Aaron Gordon effectivement qui défende sur Kawhi et je pense que ce duel va être assez important. Et dans ce duel-là, moi, ce que je me suis noté, c'est que les dynamiques des deux joueurs sont plutôt à l'avantage de Kawhi. Kawhi a très très bien terminé la saison. On l'a vu lors du dernier match, notamment contre Golden State, où il était quand même défendu par Jimmy Butler. Où franchement, il a défoncé Jimmy Butler. Aaron Gordon n'est pas le même profil, mais tu l'as souvent dit toi durant cette saison. Aaron Gordon, défensivement, cette saison, c'était quand même nettement moins bien que par le passé, notamment sur la mobilité, ce qui n'est pas le plus gênant contre Kawhi, mais il est probablement pas aussi à l'aise physiquement qu'il a pu l'être par le passé. Et donc, Ouais, disons que... duel Pardon, intéressant. excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, en fait, le cas Aaron Gordon, ce qui est embêtant, c'est que il a traîné une blessure toute la saison. Qu'on l'a vu toute la saison faire des allers-retours entre des absences, des matchs où il allait enchaîner 3-4 et puis il redisparaissait, puis il rentrait dans une zone où il jouait un match sur deux. On sent que ça l'a saoulé toute la saison. Et autant, bah, du coup, offensivement, ça allait très bien parce que son shoot était là, etc. Autant défensivement, c'est clair que si dans son parcours à Denver, il a toujours été très en forme, c'est la première saison où c'est compliqué. Et c'est pour ça que ça fait partie de mes inquiétudes parce que je me dis, est-ce que du coup, ils vont vouloir l'économiser pour éviter d'avoir des rechutes ou ce genre de choses. Et dans ce cas-là, peut-être qu'ils vont être obligés de lancer des Michael Porter Jr. ou Peyton Watson, qui, pour défendre sur Kawhi, sont beaucoup moins tankés, et donc sont pas peut-être les profils idéal, même si Peyton Watson, je pense, peut faire de belles choses. Bah, le truc, c'est que pour moi, ils sont un peu obligés de mettre Gordon dessus parce que je poursuis un peu ce que tu dis, mais parce que pour moi, ils n'ont pas du tout le matos en fait pour défendre Kawhi hors Aaron Gordon. Et ça me paraît même. Ils ont de la chance que Kawhi ne soit pas un mismatch hunter, tu vois. C'est pas un mec qui va aller chercher le mismatch. Il n'a pas le handle qu'il faut, c'est pas un joueur de pick. Donc si tu mets Aaron Gordon dessus, tu sais que c'est Aaron Gordon qui va défendre dessus. Michael Porter Jr., avec sa longueur, on l'a vu quand même en playoff faire quelques bonnes séquences défensives en homme à homme, il n'est pas si mauvais que ça. Je pense par contre que Peyton Watson, que moi j'adore, hein, notamment dans le registre des aides, j'ai peur qu'il soit un peu tendre, enfin, qu'il soit un peu naïf, tu vois, face à Kawhi, qui est un attaquant assez rusé finalement, et sur un profil un peu foufou comme ça, j'ai peur qu'en fait il fasse pas long feu contre Kawhi, et qu'il soit un peu obligé finalement d'envoyer Gordon, quoi. Ouais, parce qu'en fait, Peyton Watson, moi, je trouve que c'est un profil idéal pour défendre sur des Kevin Durant. Ouais. Des mecs qui ont énormément confiance à leur shoot, qui sont très longs, mais qui sont quand même moins dans le côté un peu, je suis désolé pour le terme anglais, mais un peu crafty, où ils vont jouer des épaules, ils vont jouer, tu sais, de leur physique pour essayer de se générer un écart. Et là, effectivement, je pense que la différence de puissance, elle peut être à son désavantage. Même si, à mon avis, il y a un potentiel par séquence de, tu vois, de 15 minutes ou 10-15 minutes par match pour faire des choses. Mais donc oui, je suis d'accord. Je pense que la première option choisie, ça va être de se dire, de toute façon, ça a toujours été le rôle d'Aaron Gordon de faire ce genre de tâches défensives. Et je pense qu'à l'époque, il l'avait recruté en se disant, pour des mecs comme LeBron, Kawhi, etc., c'était un des meilleurs défenseurs de la ligue en 1 contre 1 pour ces gars-là, quoi. Et que sans doute Kawhi va démarrer poste 4 en plus.
Mm. Et donc, tu n'as pas trop intérêt à mettre Aaron Gordon sur des profils plus rapides comme Norman Powell, où là, pour le coup, il va avoir du mal. La seule dernière option qui peut être, c'est que si tu veux vraiment le faire jouer dans un rôle d'aide, tu le mets sur Chris Dunn. Mais sur une équipe qui joue autant l'isolation, est-ce que c'est de ça dont tu as envie? Tu as peut-être un peu plus envie que peut-être Christian Brown ou Jamal Murray fassent eux la prise à deux. C'est marrant d'ailleurs parce que Kawhi a vraiment un profil de joueur qu'on défendrait via de la prise à deux. C'est pas un passeur du tout, enfin, c'est un cimetière à ballon, Kawhi, hein. Mais pour autant, personne n'arrive jamais à le faire contre lui parce que je trouve qu'il a une vraie capacité à enclencher son mouvement avant que Ouais. la prise à deux ait de l'impact en fait. Parce que Kevin Durant a vachement moins, par exemple. Tu vois, pour comparer, tu comparais avec Kevin Durant. Ouais, je pense qu'il a une approche effectivement, enfin, stratégiquement beaucoup plus développée qu'Kawhi Leonard. Et donc en fait, il sait quand enclencher le mouvement et il sait aussi quand du coup refuser en fait et laisser le jeu aller aux autres en fait. Et ouais, je pense que c'est une de ses forces. Et je pense qu'en plus Denver va être tenté de jouer le 1 contre 1 parce que, comme tu dis, c'est pas un super passeur. Donc tu sais qu'il y a de fortes chances qu'il finisse par un tir en fait. Et tu as normalement le matériel. Moi, c'est pour ça que j'aime bien le match-up Clippers-Nuggets. C'est parce que je trouve que, en tant que fan des Nuggets, Denver a normalement le matériel physique pour répondre aux Clippers. Et notamment Kawhi. Bah, j'ajoute juste que sur la partie prise à deux, je pense que ce que Kawhi a, que KD a pas, c'est que Kawhi, il est tellement orienté scoring que, que le schéma dans sa tête est très très clair. C'est-à-dire, la prise à deux arrive, il se dit comment je vais arriver à scorer. KD, il a un peu un côté comment je vais arriver à tirer à profit de la prise à deux pour faire de la création et arriver à faire une passe décisive, tu vois, ou à créer un décalage. Sauf que c'est pas un truc qui fait très très bien et du coup, ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais ok, moi je suis d'accord. Premier point, la défense sur Kawhi, et ouais, j'imagine bien que ça soit Aaron Gordon dessus. Dans le prolongement de ça, on va passer sur l'autre côté. Moi, comme je te le disais, pour moi, la question du star power, elle est essentielle dans cette équipe. On a vu passer un certain nombre de stats montrant qu'Ivica Zubac était peut-être celui qui défendait le mieux, enfin faisait plus descendre les pourcentages de Nikola Jokic de toute la ligue. Moi, la question que je me pose, c'est qu'on va être dans une série assez étonnante où tu as la deuxième meilleure défense demi-terrain, les Clippers, qui attaque la quatrième meilleure attaque demi-terrain, les Nuggets. Donc beaucoup de choses vont se jouer quand même sur cet angle-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand les Nuggets attaquent demi-terrain. Et si Jokic prend l'avantage sur Zubac, et je pense qu'il prendra l'avantage sur Zubac, là je suis intéressé de voir ce que les Clippers vont faire. C'est-à-dire, est-ce qu'ils laissent Zubac se démerder contre Nikola Jokic? Est-ce qu'ils rentrent dans un jeu de prise à deux pour justement, on l'a beaucoup vu cette saison, le truc des prises à deux sur Nikola Jokic parce qu'ils ont des problèmes de spacing, etc. etc. Mais pour autant, c'est pas du tout la défense des Clippers, les prises à deux. C'est plutôt un système défensif où on tient les duels. Et il y a des semi-aides sur les drives, mais sur du post-up, ils sont pas dans une logique d'aide. Je sais pas comment toi tu vois le truc. Déjà, peut-être le premier élément, comment tu vois le duel entre Zubac et Jokic? Alors déjà, effectivement, pendant des années, le duel Zubac-Jokic, généralement, c'était une boucherie. Parce que Jokic était en facilité. Et c'est vrai que ça fait 2 ans que Zubac, il a quand même défensivement, je trouve, pris une toute autre envergure. Et du coup, je regardais cette saison juste dans le match-up, comment shooter Nikola Jokic face à Zubac. Bon, sur les 3 matchs qu'ils ont joué contre, effectivement, Nikola Jokic joue à 44% face à Zubac. Mais une fois que ça s'est dit, en fait, Nikola Jokic a fait des performances offensives de très haut niveau face aux Clippers dans leur ensemble. Et je crois qu'il a un true shooting de 65% face aux Clippers cette saison. Donc finalement, ce truc de match-up, Nikola Jokic, une de ses particularités, c'est que tu peux y mettre une forêt de défenseurs dessus. Même dans un petit espace, il s'est trouvé un tir, et même dans un match-up qui lui plaît pas trop, il va arriver à se retrouver face aux joueurs qu'il a envie de se retrouver. Donc pour moi, je pense que défendre sur Jokic, effectivement, ça passe par une défense collective, mais pour autant, historiquement, par exemple, les Clippers en 2020, ils avaient choisi de faire une défense basée sur des prises à deux, et ça leur est pas réussi du tout face à Denver. Maintenant, est-ce comme tu dis, ils vont faire le choix d'y aller quand même en se disant, à l'époque, Denver avait un spacing de très haut niveau, et aujourd'hui, il y a des joueurs sur lesquels on peut faire l'impasse. Moi, je pense qu'ils peuvent partir sur ce genre de stratégie, au moins sur un match, et se dire, OK, on teste sur un match et on voit ce que ça va donner. Maintenant, je pense que c'est. Ouais, en fait, malgré le fait que les Clippers sont une bonne défense, je pense qu'ils vont beaucoup souffrir face à lui. Et qu'en fait, l'enjeu pour eux, c'est de gagner des minutes quand Jokic ne sera pas là. Quand il sera là, je pense qu'ils n'ont pas vraiment de solution face à lui. Et même si Zubac fera sûrement un meilleur boulot que beaucoup d'intérieurs,
Je m'inquiète pas trop pour la performance de Jokic face à lui, quoi. Ce que je trouve intéressant avec le cas Jokic, c'est que moi je trouve que une défense, dans l'idéal, il faut pousser l'attaquant adverse à être à contre-courant de sa tendance naturelle. Et je pense que naturellement, Jokic, c'est plutôt un passeur. Donc moi, j'ai toujours été plutôt pour les défenses qui restent en 1 contre 1 où tu évites les prises à 2 parce que le problème, c'est que là, tu développes son instinct primaire qui est l'instinct de passe et je trouve que c'est là où il fait le plus mal. Le problème de Jokic, c'est qu'il est tellement fort au scoring que malgré tout, il arrive à te faire mal quand tu le défends sur du 1 contre 1, notamment sur un point. C'est qu'il arrive à gratter, tu sais, beaucoup de points où il se rapproche du cercle et en fait, son toucher vraiment à 1 mètre du cercle, il est exceptionnel. Son toucher sur les rebonds offensifs, enfin, sa capacité d'ailleurs. Parce que ce qu'on compte pas avec Jokic, c'est le nombre de shoots qu'il rate où il prend son propre rebond offensif, qui est énorme, et où en fait, sur le rebond offensif, il est encore dans une meilleure position que sur le shoot d'avant. Mais je pense que Zubac est un super défenseur pour ça. Moi, je pense que les Clippers vont... Forcément, si c'est une boucherie, ils vont faire de la prise à 2, mais je pense qu'ils vont essayer de s'en tenir quand même, tu vois, à laisser Zubac sur lui, et voir si Jokic peut les battre un peu tout seul. Maintenant, la réalité, c'est que, moi je te dis ça, Jokic, le truc, c'est que depuis 2 ans, quand tu fais ce plan-là contre lui, là où peut-être il y a 4-5 ans, tu tombais sur du 35-40 points, putain, depuis 2 ans, t'en prends entre 50 et 60, quoi, quand c'est comme ça. Enfin, c'est vraiment une boucherie, quoi. Donc on verra. Mais je trouve que je pense que c'est vraiment un point clé de la série. C'est-à-dire, Jokic va dominer Zubac, j'ai pas de doute là-dessus. Quelle réponse apportent les Clippers? Et quelle est la réponse à ce nouveau problème que propose Denver? Je pense que beaucoup de la série est là-dedans. Ouais, mais tu vois, ce qui me fait dire que, et je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait, oui, ok, on a vu passer les stats de Zubac qui était très à l'aise face à Jokic en saison régulière, mais faut se rappeler l'année dernière, les Wolves, je pense qu'on n'avait jamais vu une équipe aussi physiquement équipée pour mettre de la taille face à Jokic. Et en fait, le seul mec qui effectivement a fait sa série tous les matchs et qui a même sorti un match à, je crois, je sais plus, c'était 40 points, 10 rebonds, 10 passes ou un truc comme ça, c'est Jokic en fait. Donc, voilà, de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire et que l'enjeu pour les Clippers, c'est plutôt de bien défendre face à lui, mais surtout de le couper de ses coéquipiers. Et je pense que là-dessus, il y a quand même des belles opportunités, un peu comme pour les Wolves l'année dernière, quoi. Ouais, tout à fait. Je te redonne la balle. Ouais. Bah, du coup, est-ce qu'on peut aller dans la continuité? Alors, faire un élément qui n'est pas forcément qu'un élément tactique, mais qui est une interrogation de la série, c'est euh, pour moi, Jamal Murray, il est clé dans cette série. Mhm. Parce que de toute façon, cette équipe de Denver, on sait que quand elle est entre guillemets, dans un coin et qu'elle est en difficulté, elle s'en remet toujours au jeu à deux, Jamal Murray, Nikola Jokic. Et que malheureusement, Jamal Murray, on a encore vu qu'il s'était blessé en fin de saison. Il est revenu là, à la toute fin. Mais je sais pas si tu as vu les matchs Denver, mais moi, il m'a pas paru aussi bondissant qu'il était en janvier, février, voire mars. Et du coup, il y a l'inquiétude pour Denver de quel est son état de santé. Est-ce que ça va être un peu la même chose que pendant les playoffs de l'année dernière où il y a des matchs où il va pas pouvoir faire la différence? Et si c'est le cas, pour le coup, les Clippers, en tout cas, ils ont les éléments avec des joueurs comme Chris Dunn, etc., pour vraiment lui pourrir la vie, quoi. Bah, c'est sûr que de toute façon, on sait que quand tu joues Denver, l'axe 1-5, effectivement, ça revient un peu sur ce que tu disais avant, mais le 5, il est indéfendable. Le 5, de toute façon, il fait son taf et t'arrives pas à le défendre. Mais le deuxième axe fort de Denver, c'est cet axe 1-5. Et là, pour le coup, si t'arrives à le couper, eh ben, tu les prives d'une bonne partie de leur décalage. Et alors, le premier domino, t'arrives jamais à le faire tomber, mais bon, t'arrives à faire tomber le deuxième. Et l'année dernière, Minnesota, c'est clairement comme ça qu'ils ont limité Denver. Ils n'ont pas limité Denver en limitant Jokic, ils ont limité Denver en mettant Jamal Murray dans un enfer pas possible. Enfin, Anthony Edwards a mis Jamal Murray dans un enfer pas possible. T'en reparlais d'ailleurs dans la preview qu'on a fait sur les Lakers avec la pression de tout terrain, etc., etc. Ce qui est intéressant, enfin, ce qui effectivement est clé dans cette série, tu l'as dit, c'est que les Clippers, ils ont, moi je trouve, un des meilleurs défenseurs du point of attack de toute la ligue sur les petits meneurs, c'est Chris Dunn, qui est vraiment excellent. Et donc, je pense que Jamal Murray, c'est un joueur qui, quand il est en forme, arrive toujours à créer des écarts. Sans doute que Chris Dunn n'est pas non plus fort au point de ce qu'avait été capable de faire Anthony Edwards l'année dernière. Je pense pas. Mais par contre, s'il n'arrive pas à être à l'aise dans son duel avec Chris Dunn, eh ben, Chris Dunn est un joueur qui est capable de couper cette relation. Enfin, Chris Dunn, Zubac, ils sont capables de couper cette relation. Donc je suis d'accord que c'est clé. Et je le sens pas très très bien, moi, pour Denver là-dessus. Pour tout te dire. Ouais, ouais, j'avoue que en fait, j'arrive pas à me dire, ok, est-ce qu'on a vu un Jamal Murray qui se réserve justement pour les playoffs ou pas?
Mais c'est vrai que moi je le trouvais moins vif. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont mettre en place effectivement ce type de défense très harassante en se disant bah, la formule l'année dernière pour les Wolves a bien marché, on va tenter de le faire. Je pense pas qu'ils aient le moteur pour faire ce truc-là. Mais il y a quand même un truc qui est fort, c'est que oui, il y a Chris Dunn, mais je trouve que la profondeur des Clippers, c'est un des points forts de cette équipe depuis qu'elle a été formée. Et c'est toujours là aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que tu as l'option d'Eric Jones Jr. pour défendre sur des ailiers, voire pour le mettre sur des missions. T'es allé chercher Ben Simmons, peut-être que tu vas arriver à en faire quelque chose. T'as du monde, quoi. Et c'est vrai que, bah, encore une fois, on va dire un peu couper la tête du serpent en s'attaquant à Jamal Murray, ça reste pour moi un des meilleurs moyens de réduire le plafond offensif de cette équipe des Nuggets, quoi. Peut-être même le seul d'ailleurs. Parce Ouais, que à partir du moment où ça finit dans les mains de Jokic, c'est tellement une galère que c'est un peu le seul quoi. mais d'autant que y a le problème effectivement bah, dans la relation Jokic-Murray, mais il y a aussi le problème que quand ça a marché pour les Nuggets cette saison sans Jokic, c'était parce qu'il y avait un Jamal Murray en grande forme qui arrivait à faire ce qu'il pouvait faire par exemple pendant la campagne de playoffs de 2023 où il était incandescent quoi. Et ça pose deux problématiques en fait. Ça réduit le plafond du 5 de départ, mais ça pose aussi le problème de ces minutes sans Jokic qui sont un désastre. Et cette saison effectivement quand je regardais les matchs que les Nuggets ont perdus contre les Clippers, les deux fois, c'est parce que le banc a fait mais des naufrages absolument monstrueux, quoi. Et par contre, on avait vu Jamal Murray l'année dernière dans le premier tour, même un peu blessé, qui s'il arrivait à trouver un peu de liberté, était quand même, enfin, c'est quand même un mec, un spécimen un peu rare quoi. C'est un peu un des seuls gars qui a vraiment un écart important entre son, enfin, qui prend vraiment en level et en confiance en playoff pour le coup. Et Austin Reeves et D'Lo n'arrivaient pas à le défendre. Et là, pour le coup, même blessé, il avait de l'espace et ses tirs rentraient. Enfin, il met un ou deux buzzer beaters, je sais plus. Enfin, c'était c'est deux, ouais. Merci pour le rappel. Et donc, il arrive à être efficace dans ce cas-là. Bon, il y a probablement un dernier joueur dont on devra parler dans la match-up, c'est James Harden, mais peut-être pour faire une toute petite pause sur sur les joueurs. Et on y reviendra après sur James Harden. Moi, je m'étais noté un truc, c'est il y a un nouvel axe fort pour Denver cette saison, j'en ai parlé un petit peu au début, c'est la contre-attaque, c'est la capacité à accélérer. Denver a réussi à avoir une bonne attaque cette saison malgré leurs carences de mi-terrain liées au manque de complémentarité, même si elles sont largement compensées par Nikola Jokic. Mais la vraie façon dont ils l'ont compensé, c'est sur le jeu en contre-attaque, avec deux joueurs qui sont fortement mobilisés là-dessus. C'est Russell Westbrook et Christian Brown, qui sont des super joueurs de contre-attaque. Cette saison, Denver est la deuxième équipe à l'efficacité en contre-attaque, c'est la cinquième à la fréquence. Et en face, ils vont jouer contre une équipe qui est un peu particulière, les Clippers, qui est une équipe qui défend très très mal la contre-attaque, mais qui en concède très très peu. Donc forcément, là-dessus, il y a un point important. Je crois que les Clippers en points concédés, je crois qu'ils sont, c'est la troisième équipe la moins bonne sur les points concédés. Mais par contre, c'est la 20e sur la fréquence. Donc vraiment, c'est James Harden qui veut ça, hein, mais ils ont une formidable capacité à pas concéder de contre-attaque. Moi, je trouve que c'est un point important. Je sais pas ce que tu en penses. Quelle capacité va avoir Denver à jouer? Ce qui a bien marché cette saison, c'est leur jeu de contre-attaque, quoi. Alors, une des raisons pour lesquelles je pense qu'ils vont continuer à arriver, en tout cas, à être efficaces sur ces séquences-là, c'est que le moteur principal, je trouve, de ça, c'est quand même Christian Brown, tu vois. On a beaucoup parlé du tandem Russell Westbrook et Christian Brown, mais c'est vrai que je trouve que Christian Brown, en fait, quand tu regardes les matchs, il est tellement fort dans ce registre et il a un moteur absolument dingue. Donc là-dessus, je suis assez confiant. Par contre, effectivement, le deuxième joueur qui a beaucoup poussé ce truc-là, c'est Russell Westbrook. Et je pense que là, du côté de Denver, il y a peut-être une tendance à se dire est-ce qu'on va vraiment utiliser Russell Westbrook autant qu'on l'a fait en saison régulière? Parce que voilà, sa fin de saison est quand même de moins. Enfin, depuis février, c'est quand même beaucoup moins bon que ce qu'il a fait pendant la première moitié de saison. Et il y a eu beaucoup de catastrophes qui sont venues avec sa présence. Et d'un autre côté, effectivement, les Clippers sont une très bonne défense. Et j'ai peur que les pertes de balles de Russell Westbrook, à un moment donné dans la série, ça puisse poser tellement de problèmes à Denver qu'ils vont un peu se priver de ce moteur offensif qu'il représente. Et donc, ça va peut-être jouer le jeu des Clippers dans cette faible fréquence en fait concédée, quoi. Je suis d'accord que l'axe Russell Westbrook est important sur cette capacité à jouer la contre-attaque parce que moi, ce que j'aime bien dans Denver sur la contre-attaque, c'est que c'est pas une équipe qui génère de la contre-attaque par de l'interception. C'est une équipe qui génère de la contre-attaque parce qu'elle a un joueur, surtout Christian Brown, mais deux, qui souvent vont beaucoup plus vite que les deux arrières adverses. Et donc même sur du rebond défensif, ils arrivent à mettre de la relance. Et je pense que là, ils vont être contre, tu vois, Chris Dunn et surtout James Harden, qui fait une super saison en attaque, mais défensivement, c'était vraiment pas très bon cette année. Et donc, s'ils arrivent à mettre les deux sur le terrain ensemble,
ben, ils vont arriver à pousser le jeu. Là, les Clippers, ils vont avoir du mal à le ralentir, ce truc-là. Parce qu'ils ont structurellement ces deux gars qui iront de toute façon plus vite que les deux défenseurs adverses. On sait que Russell Westbrook, c'est un gars qui, dans les dernières saisons, en playoff, arrivait toujours à trouver un rôle, notamment par la défense. Aux Clippers, notamment. À chaque fois, il arrivait à trouver un rôle et trouver des minutes parce que défensivement, il mettait énormément d'intensité et que ça lui permettait d'avoir des minutes. Donc, je pense que Russell Westbrook va réussir à avoir bien, tu vois, une vingtaine de minutes par match. Je serais même pas surpris que ça soit lui le poste 4 remplaçant, comme ça l'a été en début de saison quand Gordon était blessé, mais que ça soit lui le poste 4 remplaçant plutôt que Peyton Watson, tu vois. Et qu'en fait, on voit pas mal Russell Westbrook et que Denver essaye de pousser un petit peu. Parce que clairement, il faut réussir à mettre à profit les lacunes défensives et de cardio de James Harden qui clairement se réserve là-dessus en fait. Et il faut arriver à le mettre à profit, je pense, pour Denver. Ouais, je sais. Alors, on dévie un peu, mais je sais pas si je suis fan de l'idée de Russell Westbrook qui prend les minutes de Peyton Watson parce que je trouve que Peyton Watson, il apporte de la défense sur l'homme de très haut niveau. Donc, même si Russell Westbrook, il peut aller chercher ses minutes comme ça, Watson, je trouve, est quand même plus sûr dans le registre parce qu'il est bon sur l'homme, mais il est aussi meilleur en aide. Et que justement, parce qu'il est meilleur en aide, il apporte quand même une forme de rim protection qui fait défaut à ses Nuggets. Et donc, j'espère que ça va pas se produire. Mais de ce que je vois là des premiers matchs d'Adelman, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup confiance à ce tandem DeAndre Jordan, Russell Westbrook. Et donc, effectivement, il y a aussi le risque que, en tout cas en début de série, Russell Westbrook, ça omnipotent chez ces Nuggets-là. Ouais, quand je le disais comme ça, je le disais vraiment dans le sens de ce que je pense voir, pas de ce que je voudrais. J'adore Peyton Watson. Ouais. Après, je trouve que Russell Westbrook, sincèrement, dans les playoffs ces dernières saisons, il arrive toujours à trouver un apport, tu vois. Effectivement, t'es toujours un peu en. Mais tu vois, tu vas être contre une équipe. Alors, bon, t'as une telle efficacité de mi-terrain que t'as pas envie que Russell Westbrook perde des ballons, mais t'es pas non plus contre une équipe qui génère énormément de contre-attaques de toute façon. Ils vont pas jouer la contre-attaque. Donc, même si Westbrook il perd 3-4 ballons un peu cons, ça va pas t'occasionner des points. C'est pas comme si tu joues au KC ou si tu perds le ballon. Westbrook, quand même, il perd 4 ballons, c'est 12 points, quoi, tu vois. T'auras pas ça contre les Clippers. Donc, je pense que ça va lui permettre d'exister dans cette série et qu'il aura un rôle important. Après, il faudra voir de quel côté ça tombe, quoi. Est-ce qu'il arrive à tomber du bon côté ou pas, pour le coup. Je te repasse la main. Ouais. Alors, un élément pour moi, c'est que si Nikola Jokic a fait une saison de très haut calibre en attaque, sa saison défensive, on en a déjà parlé dans un podcast précédent, on la trouve historiquement mauvaise pour Nikola Jokic. Je pense que ça fait longtemps Catastrophique. on l'avait pas vu Ouais. aussi mauvais défensivement. En termes de protection de cercle, franchement, ouais, c'était calamiteux. Et donc, si tu es Denver, tu as peur des équipes qui drivent beaucoup. Et une des raisons d'être optimiste pour Denver, c'est que les Clippers, c'est une équipe qui, pour moi, drive peu et qui, quand ils drive, quand même finissent souvent sur plutôt du jump shot que de la finition au cercle pur. Ce que je regardais, donc ils sont 23e cette année en nombre de drives par match. Et même s'ils sont efficaces dans le registre, il n'y a pas non plus, tu vois, par exemple, comme l'année dernière, Anthony Edwards, de joueurs dont tu dis, putain, ça va finir à répétition et ça va pas s'arrêter en termes de moteur. Là, c'est du Kawhi Leonard qui est quand même un joueur qui est beaucoup plus un joueur de mid-range que de joueur de finition au cercle. Et donc, je me dis que pour Denver, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que peut-être que tu vas pas te faire surexploiter sur ta faiblesse principale. Alors pour moi, ce point-là, il doit toucher un peu avec le point de James Harden. Parce que le moteur principal de l'attaque des Clippers, on va dire la moitié du moteur de l'attaque des Clippers, peu importe si c'est principal ou la moitié, c'est James Harden. Et James Harden, il y a 2 points sur lesquels Denver risque d'avoir besoin de Jokic. Le premier, c'est sur le pick and roll avec Zubac, mais ça va pas être un milliard de séquences dans le match. Ça sera quelques séquences. Et certainement, alors sauf si Jokic le défend particulièrement mal, auquel cas James Harden se fera un plaisir de forcer dessus. Parce que Zubac est un excellent poseur d'écran. Donc James Harden peut se retrouver assez facilement à avoir à attaquer sur Nikola Jokic. Et Nikola Jokic peut être en difficulté là-dessus et effectivement il peut inciter dessus. Le deuxième, et ça va presque avec un autre point que je voulais donner, mais c'est qui défend James Harden. Et celui qui défend James Harden va avoir un rôle très important parce que le problème, sur la fin de saison, James Harden arrivait très souvent à passer l'épaule sur son défenseur et derrière il était injouable parce qu'il avait son flotteur si le pivot choisissait de rester sur Zubac et si le pivot venait sur lui, il arrivait à chaque fois à trouver Zubac. Et Nikola Jokic, il va être forcément impliqué là-dessus. Donc il y a quand même 2 séquences
ça reste quand même un mauvais pivot face à un très très gros manipulateur de défense. Donc, tu sais, les mauvais pivots contre un très très gros manipulateur de défense, c'est rarement un très très bon truc, tu vois. Et moi, je le vois surtout par cet aspect-là, le principal danger pour les Nuggets. Ouais, alors effectivement, moi quand je voyais la partie drive, c'était vraiment la partie drive, notamment sur isolation, donc vraiment le côté Kawhi Leonard, où effectivement je suis plutôt en confiance pour la défense des Nuggets. Maintenant, si on en vient au point de James Harden, c'est là qu'effectivement il y a problème pour moi, il y a problème sur le pick and roll, et je pense que cette relation Zubac-James Harden dont tu parlais, elle va être très rentable pour les Clippers. On l'a vu l'année dernière, où la défense de Denver était meilleure que face aux Lakers, par exemple, le duo Anthony Davis-LeBron James avait fait un massacre Ouais. dans ces séquences de jeu-là. Donc je pense que ça va être moins fort, ce duo Harden-Zubac, mais qu'en tout cas, ça va être une séquence très rentable. Mais plutôt sur les joueurs qui sont plus soit des seconds morceaux de chaîne, comme des Norman Powell, ou Kawhi Leonard, qui est vraiment un joueur de 1 contre 1 et d'isolation. Je pense que Denver peut du coup mieux s'en sortir. Mais si on en vient au problème de James Harden, bah, le problème c'est que Denver n'a pas vraiment de profil à mettre en face, je trouve. Christian Brown, pour moi, il fait une saison assez décevante défensivement, on en parlait. Il est très mauvais pour passer à travers les écrans. Et du coup, même si instinctivement on aurait dit bah, ça va être Christian Brown, oui peut-être, mais ça va pas être terrible. Et si tu te mets à cibler Jamal Murray, le Jamal Murray de cette saison, bah, à l'image de Nikola Jokic, c'est pas terrible quoi. Alors, deux éléments là-dessus. Le premier, c'est quand vous regardez la qualité d'une connexion et l'impact qu'elle a sur la production, essayez de ne pas regarder s'il y a des connexions directes, c'est-à-dire des passes décisives ou des paniers. Je pense que la présence de Zubac à l'intérieur, il y a plein de fois, elle va aider James Harden juste parce que Jokic, il va pas vouloir lâcher Zubac en fait. Et vous n'allez pas le voir dans les stats, vous n'allez pas avoir une passe décisive d'Harden ou un panier Zubac, mais en fait, c'est bien cette connexion qui permet à James Harden d'être facile sur le flotteur. Moi, sur la défense, pour moi, c'est un des points essentiels. Donc, ça me permet d'aller sur mon quatrième point. C'est effectivement la défense sur James Harden. Où pour moi, sur la défense d'isolation d'Harden, il n'y a qu'un seul joueur en fait qui peut peut-être l'impacter un peu, mais qu'un tout petit peu. Et je pense que c'est Russell Westbrook. Et je suis pas convaincu qu'il soit capable de jouer plus de 10-15 minutes sur Harden parce que les fautes vont vite monter. Mais Christian Brown, je le vois pas réussir à défendre sur Harden. J'ai pas été impressionné par sa défense sur l'homme cette saison. Euh, il a pas encore en plus ce truc. Enfin, James Harden est tellement rusé. Tu sais, pour exploiter le moment où tu mets le pas un peu en arrière et partir sur le step back ou en fait se lancer dans des dribbles, en fait t'orientes ton corps et en place ça lui ouvre le drive en fait. Et je suis pas sûr qu'il ait ce truc là, Christian Brown encore. Bon, Jamal Murray, ça sera un massacre à la tronçonneuse. Et il y a peut-être Russell Westbrook qui arrivera un peu, mais bon, tu verras mon prono après. Hein. Pour moi, c'est vraiment un des points centraux de la série. De toute façon, pour moi, Denver ne va pas réussir à défendre les Clippers. Hein, je te spoil. Et c'est une des raisons majeures. C'est que pour moi, ils n'ont pas du tout ce qu'il faut pour Alors, défendre Harden. je suis d'accord. Après, pour moi, c'est pour ça que introduire avec Kawhi Leonard, c'était intéressant parce que moi, une des questions que je me pose, c'est finalement ce tandem qui, pour moi, est clé dans cette série, c'est-à-dire Peyton Watson, Aaron Gordon. Est-ce que, en fait, c'est pas eux qui, à un moment donné, aussi vont se retrouver sur James Harden? Parce que James Harden, aujourd'hui, s'il a plus le premier pas qu'il avait avant, donc c'est beaucoup moins la différence, je trouve, sur ce coup de rein. Et donc, je me dis. Bah, vu qu'il est plus lent, c'est des profils qui, à mon avis, peuvent s'en sortir pas trop mal. Et on a vu Aaron Gordon défendre sur des joueurs plus petits les saisons précédentes. Et donc, dans ce cas-là, oui, Non, ça mais pose ou le problème Peyton de Kawhi Watson. Leonard, Peyton mais il y a un Watson a vraiment le choix. profil. Ou Peyton Ouais, Watson. Peyton Watson a vraiment le C'est profil. ça. Parce que voilà, Russell Westbrook, pour moi, le problème, c'est que aujourd'hui, c'est plus un joueur que tu fais jouer 30 minutes en playoff. Donc, tu vas pas le faire vraiment matcher les minutes de James Harden parce que, à mon avis, il sera pas starter. J'espère qu'il sera pas starter. Et s'il est starter, du coup, c'est quand même étonnant parce que pour moi, tu handicapes ton spacing, tu handicapes ton attaque. Et je pense que Denver, s'ils doivent aller au bout, c'est par leur attaque, Mais quoi. je pense que celui qui va démarrer sur Harden, c'est Christian Brown. Hein. À mon avis, ils vont essayer avec Christian Brown C'est au fort début. probable. Oui, ils vont commencer comme ça. Oui, bien sûr. Ils vont commencer comme ça, mais Michael Porter, mais j'y crois pas trop Michael Porter. Non. Mais je pense que ça va être un match-up assez difficile. Après, n'oublions pas que ces dernières saisons, James Harden en playoff avait plutôt tendance à être moins fort qu'en saison régulière, quoi. Ouais, je sais pas, sa série face à Boston avec les Sixers, elle était irrégulière, mais il y avait quand même des sacrés matchs, quoi. Oui, alors peut-être le dire dans l'autre sens. Autant il a fait une saison, il a un peu porté l'attaque de son équipe. Ça fait un moment qu'il a pas fait une série de playoffs où il est capable de porter l'attaque de son équipe. Et donc, Ouais, effectivement, mais si tu bloques Kawhi Leonard, tu bloques bien la moitié, enfin une bonne partie de la production. Tu vois, il va pas être capable de prendre le relais sur ça comme il pouvait le faire avant, quoi.
pense que si tu recherches le niveau d'efficacité très élevé par le scoring, effectivement, tu vas le chercher chez Kawhi Leonard. Et c'est pour Ouais, ça que pour moi, Denver a un coup à jouer. C'est pour ça que je parlais aussi de cet aspect de drive, parce que je pense que, comme beaucoup d'équipes, à un moment donné, elle va se retrancher sur ce qu'elle fait le mieux. Et ce qu'elle fait le mieux, c'est quand même donner la balle à Kawhi Leonard et le laisser faire ce qu'il a à faire. Donc, carrément. en tout cas, il y a un sujet, je pense que le sujet le plus difficile pour Denver, c'est bien James Harden à la base. Ouais, je suis assez d'accord. Est-ce que tu as un dernier point que tu as dans la match-up ou est-ce qu'on Hum, a fait le tour selon toi? alors, moi, c'est. En fait, on n'a rien encore sur la défense de Denver, mais c'est aussi la qualité des rotations de cette équipe des Nuggets et quel type de line-up ils vont mettre en place. Bon, un des trucs qui m'a le plus effrayé avec Denver cette saison, c'est les rotations qui sont pas faites, les close-outs qui sont un peu feignants. Et en fait, bah, vu que tu as t'as un énorme créateur en la personne de James Harden, il va forcément déclencher des aides. Et autant on a vu Denver faire de très belles choses à certains moments de la saison, autant il y en a eu d'autres où aussi bah, tu faisais pas du tout le taf. Bah, quelle équipe tu vas mettre en place? Est-ce que tu vas revenir à ce truc dont on avait parlé il y a un mois et demi, 2 mois, que moi j'aimais bien avec des Zeke Nagy, des Peyton Watson qui sont longs, qui sont mobiles, ou est-ce que tu vas être sur quelque chose de plus conventionnel avec des joueurs qui ont clairement pas le moteur? Et ça, je pense que c'est une des clés de la série aussi. D'autant que les Clippers, je pense qu'ils peuvent te mettre en difficulté, tu sais, dans les temps un peu morts des matchs, où tu as tu sais, les deuxièmes 5 qui arrivent, où il te reste qu'un ou deux titulaires, parce que sur ces temps qui vont être un peu morts, pour le coup, la rotation des Clippers, il y a des très forts attaquants. Tu vois, tu peux très bien avoir des moments où en fait c'est Ben Simmons sur le terrain, bon, qui est un peu l'ombre de lui-même. Ben Simmons, c'est pas lui qui est important, mais je veux dire, c'est cette rotation-là où tu vas avoir genre Nicolas Batum, Norman Powell, Bogdanovic, James Harden, tu vois. C'est des trucs qu'on Mm. peut clairement voir. Et sur ces séquences-là où en fait, côté Denver, tu auras un peu le banc. Là, si tu repiles les moyens, t'es pas à l'abri de te prendre 2-3 points de transition de Bogdanovic, tu vois, Norman Powell qui accélère un peu. Et je pense que ces Mm. séquences-là, elles seront pas du tout à l'avantage de Denver. Et elles peuvent vite être inquiétantes. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'est un point important. Ou alors, à l'inverse, ils arrivent, comme ils l'ont montré par le passé, hein, sur ces séquences-là, à être très rigoureux défensivement et à justement, parce que historiquement, un des points forts de Denver, et l'effectif n'a pas tant bougé que ça, c'est la capacité à limiter les temps faibles, à pas avoir trop mal dans Mm. les temps faibles. Donc bon, faut voir ce qu'ils arrivent à en faire, quoi. Bah, c'est ça. Et les minutes de banc, vu que on y vient quand même un peu par la force des choses, pour moi, elles sont sur le papier vraiment à l'avantage des Clippers. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on mentionnait des joueurs. Par exemple, Bogdanovic, c'est quand même un excellent joueur offensif. Et Denver, en fait, pour le coup, s'ils font pas une bonne prestation défensive, pour moi, ils vont pas faire jeux égal quand Jokic sera pas sur le terrain avec cette équipe des Clippers. Et donc, ça va passer par une défense impeccable et des rotations impeccables. Et c'est vrai que bah, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on n'a aucune idée de quel visage ils vont afficher dans quelques jours, quoi. Clairement. Je te propose qu'on passe à la dernière partie. Alors, Allez. selon toi, si les Nuggets gagnent, pourquoi les Nuggets auront gagné? Pour moi, si les Nuggets gagnent, c'est parce que déjà, tu as un Jamal Murray qui fait sa série et qui permet à Denver de ne pas se faire démanteler dans les minutes sans Nikola Jokic. Moi, j'ai la sensation que si Denver gagne, c'est sûr qu'il y aura une domination du 5 de départ de Denver. Ça passe forcément par là. Mais du coup, il faut pas que ce soit gâché dans les 10-15 minutes où il n'est pas là. Et donc, bah, si il gagne, c'est que ils ont fait une série beaucoup plus équilibrée que ce que leur fin de saison a montré, quoi. Ouais, pour moi, si Denver gagne, ça rejoint un peu ce que tu dis, je vais être un poil plus précis, c'est que le 5 majeur, offensivement, est vraiment très très dominant. Je crois pas trop au scénario où Denver, effectivement, défensivement, arrive à limiter la casse. Par contre, il y a peut-être un scénario où Denver, en fait, arrive à être vraiment injouable offensivement. Euh, Même si Jamal Murray fait pas une grande série, je pense. Parce que il y a le scénario, tu sais, où en fait la connexion de Jokic avec Gordon, Brown et Porter se fait super bien. Où en fait Jokic limite Zubac énormément, lui fait faire des fautes assez vite. Et il se retrouve à générer de la prise à deux. Il arrive à chaque fois à trouver Christian Brown sur les cuts. Michael Porter Jr., comme on a pu le voir dans des séries de playoffs, est extrêmement adroit à l'extérieur. Tu vois, il y a ce truc-là qui peut exister. Et où en fait Denver offensivement est vraiment vraiment très 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 fort. Après Denver va rentrer quand même dans un nouveau monde, c'est que c'est une des premières fois où ils arrivent en playoff en n'étant pas bons en défense, quoi. Donc alors que ça a toujours été une bonne équipe en défense. Donc ça on verra. Et si les Clippers gagnent selon toi, c'est pourquoi?
Pour moi, si les Clippers gagnent, c'est que Denver n'a vraiment pas trouvé de solution à James Harden. Ouais. Et qu'en fait, du coup, il a servi en fait la panoplie de role-players absolument fabuleuse. Et qu'en plus de ce problème-là que bah, Denver n'a pas su vraiment régler, le banc de Denver fait ce qu'il a fait quand même sur 80% de la saison, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas de solution offensive. Et donc, il concède des points de l'autre côté à foison. Et donc, bah voilà. Ouais, je suis un peu d'accord. Je pense que c'est une vraie série d'attaques. Une vraie série d'attaques. Et donc la clé, elle se trouve sur l'attaque. Et je pense que si la série part dans quelque chose où en fait les Clippers arrivent beaucoup plus à imposer le tempo qu'ils ont envie d'imposer parce qu'en fait la pression sur Jamal Murray elle coupe un peu le rythme des Nuggets, mais à l'inverse les Clippers eux ils sont jamais impactés sur James Harden et donc James Harden impose toujours le rythme qu'il veut. Et on l'a parlé sur les minutes 100 où ils arrivent à trouver de l'efficacité, où en fait les Clippers ils marquent vraiment beaucoup de points, tu vois. Enfin, ils ont vraiment une très forte efficacité. Beaucoup de points, non, parce que de toute façon c'est une série qui va être lente, mais en tout cas ils ont beaucoup d'efficacité. Et en fait Denver n'arrive pas à matcher ce niveau d'efficacité juste parce qu'ils sont trop mauvais défensivement et que les problèmes que leur posent les Clippers ils sont pas en capacité de les résoudre. Donc effectivement, je pense qu'il y a aussi ce scénario-là. Et ben on passe au prono. Peut-être avant le prono. Moi, je crois que c'est la série qui me chauffe le plus du premier tour. Alors, on va voir ce que ça va donner avec le truc du play-in, mais je pense que c'est la série que j'ai le plus envie de voir. Je sais pas si toi c'est pareil, au-delà du fait que t'es fan de Denver, quoi, mais... Alors, clairement, c'est dans les deux. Après, je suis quand même très intrigué par celle, bah, la première qu'on a publiée, c'est-à-dire le Lakers Wolves. Je sais pas si, tu sais, il y a une part de moi qui me dit ce que les fans des Nuggets ont vécu l'année dernière. Peut-être que les fans de Lakers vont le vivre aussi, ce truc où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et j'ai très envie que ça arrive, et du coup, je suis très hypé par la série. Mais sinon, tactiquement, ouais, c'est une des plus intrigantes parce que je trouve que c'est une des séries sur lesquelles la différence de style de jeu et le match-up est le plus flagrant et donc c'est très indécis quoi. Et du coup, je suis très intrigué de voir ce que ça va donner. Donc ouais, je suis d'accord. C'est peut-être la plus Et intrigante puis de tu ce sais, je premier trouve tour. ça cool les séries où c'est un peu la NBA à l'ancienne, mais où en fait beaucoup de choses se jouent quand même sur le star power. Et en fait, quel est le star power qui domine l'autre? Moi, c'est toujours des séries qui me chauffent pas mal. J'adore les séries qui sont très collectives et tout, mais là, il y a vraiment un truc voilà, en gros, enfin, l'attaque est tellement générée par star power que du coup, tu vas regarder ça avec attention, quoi, tu vois. Je suis d'accord, même si je pense que les deux rotations ont un rôle monstrueux à Oui. jouer, et même offensivement, hein. Parce que les Clippers sont hyper deep et que les Nuggets ont eu plusieurs visages et qu'il y a un visage où tout le monde est impliqué et où c'est un raz-de-marée, quoi. Donc même si tout passe, je suis d'accord avec toi, par ce star power, l'adresse et le niveau défensif des rotations va être clé, quoi. Allez, et puis on espère, c'est des équipes avec beaucoup de problèmes de blessures. On espère une série où il n'y a pas trop de blessures. Ça serait cool quand même parce qu'il y a quand même un scénario où tu vois Kawhi en fait après 2 matchs il peut plus jouer ou à l'inverse c'est Jamal Murray ou c'est le cas et ça serait chiant. Franchement ça serait relou. Euh, Bah, c'est clair que sur alors, Kawhi, je pense que c'est l'exemple ultime. C'est-à-dire que, est-ce que t'as pas le sentiment, tu vois, quand tu penses à ce qu'on savait de lui en 2020, que c'est pas un des primes qu'on a le plus raté, Kawhi? Parce qu'en fait, c'est pendant les playoffs que tu vois ce genre de joueurs, tu as envie de les voir à leur sommet. Et Kawhi, c'était quand même un joueur qui était toujours là pour les grands rendez-vous de playoffs. Et je trouve que depuis 5 ans, moi, j'ai l'impression que j'ai pas de souvenir de Kawhi, quoi. La dernière année vraiment complète, c'est 2020. Et c'est trop chiant. ouais je réfléchis mais oui probablement. C'est sûr qu'on avait été tellement émerveillés par ce qu'on avait vu en 2019 que enfin Kawhi sort Mais 2019. avant, hein, 2018, Oui 2017, c'est tu vrai vois, c'est vrai. enfin. Oui, c'est vrai totalement. Non mais oui c'est possible. Ouais. Je pense que il y a quelques frustrations avec Jimmy Butler parce qu'il y a des moments de playoff où sur des fins de run, à chaque fois il est très diminué. Mais il y a quand même des moments géniaux, donc bon, ça compense quoi. Ouais, t'as juste à voir 2023 où, bon, ok, il est fatigué en bout de course, mais il te fait un premier tour de malade, un deuxième, alors que Kawhi, ça fait 2 années d'affilée que je crois qu'il sort au deuxième ou troisième match, tu vois. Ouais, et puis ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que la vraie inquiétude que moi j'ai, tu vois, sur l'état physique de Kawhi, c'est que ce qu'on montrait les dernières années, alors là, oui, sur la deuxième partie de saison, ça a l'air d'aller, mais c'est que son corps a pas l'air capable de faire des matchs d'intensité playoff, tu vois, de faire 3 matchs dans la semaine d'intensité playoff. À chaque fois, ça marche pas en fait, ça tient pas. Mm. Et donc je vois pas pourquoi ça tiendrait d'un coup. Tu vois, enfin, il n'y a pas de raison qu'un peu plus vieux ça tienne, vu que ça ne tient vraiment jamais. Enfin, là, t'as l'impression que c'est un peu chronique sur son corps, quoi.
Une fois de plus, l'intensité de playoff étant assez différente de l'intensité de saison régulière. Ou Ouais, déjà, après, c'est un peu border. on a vu des joueurs aussi ressusciter très tard dans leur carrière, tu vois, mais c'est vrai que lui, en tout cas, l'historique parle pas en sa faveur, quoi. On verra s'il arrive à jouer. Allez, ton prono, du coup. Qu'est-ce que tu pronostiques sur cette série? Allez, je vais y aller, je vais dire 4-2 Nuggets. Ok. Je prends ce risque-là, je risque d'être déçu, mais j'ai la sensation que, en fait, si tu arrives à faire un travail de sap de qualité sur Kawhi Leonard, même si tu n'as pas de réponse à James Harden, tu vas arriver à t'en sortir. Je crois que Denver peut être galvanisé par un peu tout ce qui s'est passé sur la fin de saison. Et si ils trouvent les bonnes rotations, j'ai quand même l'impression qu'on sous-estime leur capacité à défendre à un niveau décent. Et dans ce scénario-là, j'ai envie d'y croire. Peut-être parce que je suis fan de l'équipe et que je me berce un peu d'illusions. Mais pour moi, il y a un scénario où Denver est capable d'être assez autoritaire. Et je reste persuadé que les Clippers, c'est clairement pas le pire match-up pour Denver. Loin s'en faut, quoi. De mon côté, je m'étais noté d'abord 4-1 et puis j'ai corrigé 4-2 Clippers. Sur la série, la match-up me paraît quand même assez à l'avantage des Clippers pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, donc je ne vais pas revenir dessus. Et effectivement, c'est le dernier point qu'on n'a pas noté, mais je sais pas trop où en sont les Nuggets aussi, tu vois, psychologiquement. Je l'ai pas trop pris en compte, sincèrement, même dans ce résultat-là, mais effectivement, ça compte quand même, quoi. Si ça tourne un peu mal, à quoi ça ressemble, sachant qu'ils ont un peu acté qui balançaient la saison, tu vois. Donc, comment ça tourne, je sais pas trop. Mais plutôt pour des raisons tactiques, je pense que la réponse à James Harden va être très, 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 très difficile à trouver. Alors que j'ai l'impression qu'à la fois les Clippers sont capables de poser plus de problèmes et ont plus de capacité à répondre aux problèmes posés par l'adversaire. Et donc du coup, je les vois être dominants. Bon, maintenant, les Clippers qui sont enthousiasmants et puis qui nous déçoivent finalement en playoff, oh, c'est un peu la tradition, quoi. Donc bon. Et à l'inverse, les Nuggets qui on se dit peut-être que, et puis en fait finalement ils sont encore plus forts en playoff, c'est un peu la tradition aussi. Donc on a quand même deux équipes qui ont une forte tendance il y en a une qui a une forte tendance à monter un peu en playoff et une autre qui a une forte tendance à baisser un peu en playoff. Ça existe aussi, quoi. Ouais, ouais. En tout cas, c'est une série hyper indécise. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est en plus une équipe, si t'as un mauvais enchaînement sur deux trois matchs, elle peut basculer complètement d'un côté ou de l'autre et donner un truc à sens unique. Alors qu'en soi, je pense que c'est plus équilibré que ce qu'on peut penser par rapport aux dynamiques des 20-30 derniers matchs. Euh, mais ouais, en fait, il suffit d'un élément dans le match-up qui vraiment est une catastrophe. Tu vois, si vraiment Denver n'arrive pas à défendre le cercle ou fait pas ses rotations à 3 points comme ça a été le cas toute la saison, et d'un coup, tu te prends des runs terribles et ça tue la série, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Eh ben, écoutez, on verra bien. Je suis pas trop de doute qu'on fera des petits podcasts sur cette série, à mon avis. Vous allez nous réentendre durant les playoffs là-dessus. D'ailleurs, pendant les playoffs, on fera comme l'année dernière. C'est-à-dire de manière assez anarchique. Si on a envie de prendre le micro, on prend le micro et puis on discute de ce qui se passe durant la série. Jérém, ce que je te propose, c'est qu'on termine là-dessus et puis qu'on attende impatiemment cette série. En tout cas, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus.